Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial interview, nous allons faire la connaissance aujourd'hui de l'autrice indépendante Aurore Vasselin-Lesca qui a publié Ponds of Fire, le premier tome de la saga Subdawn, grâce à une campagne Ulule qui a eu beaucoup de succès. Cette saga d'urban fantasy ne contiendra pas loin de 7 tomes. La sortie du second tome est prévue lors du printemps 2025. Les précommandes pourront se faire également avec la campagne Ulule qui débutera fin février 2025. Restez connectés. Et le tome 3 est prévu pour fin 2026. Bonsoir Aurore et bienvenue sur ce podcast. Bonsoir, merci beaucoup de me donner cette belle occasion. Ah bah écoute, je suis enchantée de te recevoir et de faire connaissance avec toi. Alors commençons. Qui es-tu, Aurore ? Alors du coup, moi je suis une autrice auto-éditée. À l'origine, en termes de parcours, etc. Donc moi j'ai un parcours très littéraire. Donc je reste dans ma thématique. Et en fait, après mes études, je me suis d'abord orientée vers la production télévisuelle pour me rendre compte 1 an et demi après que ce n'était pas vraiment fait pour moi. Et du coup, j'ai complètement changé pour aller plutôt dans la chefferie de projet dans le web. Donc tout ce qui est site internet, etc., applications clients, tout ça. Et du coup, ça, c'est mon job alimentaire. D'accord. Et à côté, j'ai quand même ma passion pour l'écriture qui ne m'a jamais quittée, que ce soit quand j'étais étudiante et où j'avais la chance d'avoir pas mal de temps à ma disposition quand on est à la fac et qu'on n'a que 20 heures de cours par semaine. Oui, c'est vrai. Donc ça a beaucoup aidé. Mais même après, même si j'ai eu des pauses sur mon début de vie professionnelle, en fait, je me suis remise beaucoup plus activement il y a de ça, on va dire à peu près 3-4 ans dans ces eaux-là. Et depuis, en fait, ça ne m'a plus du tout quittée et j'ai réussi à finir déjà plusieurs livres de ma saga, toujours. Et tout ça pour arriver à la fameuse auto-édition officielle en début d'année dernière de mon premier livre. D'accord. Voilà. Ça a été un grand challenge, du coup, de pouvoir te lancer en auto-édition. C'était pas trop compliqué ? T'as pas rencontré trop de difficultés ? Ouais, on va dire que de toute façon, dans l'auto-édition, on rencontre des difficultés, c'est sûr. Je pense que on se rend même pas assez compte du nombre de difficultés qu'on a à combattre. Ouais, j'imagine. Et il y en a en fait de plein de types. Ça peut être des difficultés financières, parce que c'est vrai que l'auto-édition, ça a un coût, surtout quand on veut vraiment y mettre les moyens et se rapprocher au maximum en fait de la qualité qu'on a dans des maisons d'édition réputées. Je dis réputées parce que ça peut être n'importe quelle taille de maison d'édition, tant qu'elles ont une bonne réputation à ce niveau-là en termes de qualité. Mais du coup, voilà, ça implique d'avoir quand même de l'argent de côté avant de se lancer. Parce qu'avoir une campagne Ulule, pour justement après derrière pouvoir avoir un peu plus de fonds avant la sortie officielle, ça aide, mais ça ne fait pas tout du tout. D'accord. Il y a forcément des coûts en fait à avancer en amont pour qu'on ait aussi une campagne Ulule qui soit attractive. Il faut déjà par exemple avoir, je vais te dire la couverture, des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qui, voilà, il faut les financer. Oui. Ça se paye un peu quand même. Oui. Donc c'est vrai que ça pouvait être des difficultés financières comme celle-là, mais ça peut être aussi des difficultés à se motiver, parce que c'est vrai qu'on passe de toute façon en tant qu'auteur par plein de phases, mais quand on est solo, du coup, c'est encore plus difficile, je trouve. Après, voilà, il y a tous les modes d'édition qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais c'est vrai qu'on peut ressentir des fois une petite solitude et je pense que c'est là où c'est important d'être bien entouré. Et je pense que je ne me serais pas lancée dans l'auto-édition si j'étais pas entourée par d'autres autrices, même hors auto-édition, pour être vraiment de fidèles alliés et des gros outils de motivation aussi. Oui, c'est vrai que
une communauté d'auteurs, autrices qui sont dans la même passion que nous et qui sont toujours là pour nous écouter et nous aider, et puis vice-versa, puisqu'on rend l'appareil d'une certaine manière aux autres aussi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de plutôt passer par l'auto-édition que par une maison d'édition ? En fait, à l'origine, je ne connaissais pas du tout l'auto-édition avant de m'inscrire sur Instagram. D'accord. Et de créer mon compte auteur. Je connaissais pas du tout ce mode d'édition-là. Je pensais que tout passait par les maisons d'édition. Donc c'est sûr que y a eu une époque avant Instagram où j'avais tenté de soumettre aux maisons d'édition mon manuscrit, qui n'était pas du tout prêt à l'époque. Donc D'accord. du coup, je comprends les refus aussi. Oui. Ça, pas d'étonnement. Et en fait, à force d'être sur Instagram avec mon co-autrice, de parler avec des gens, de voir différents parcours, de voir des personnes se lancer, des personnes faire des retours d'expérience, c'est vrai que ça m'a quand même pas mal intéressée, parce que de base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup contrôler ce qu'elle aime, ce qu'elle crée. Par exemple, tu vois, la couverture, je voulais surtout pas que la maison d'édition ne me consulte pas quand j'envisageais, tu vois, une publication. Pour l'illustration. Ah ouais, ça m'angoissait énormément. Et puis après, derrière, il y a plein d'autres choix derrière qu'on fait et dont on n'est pas forcément maître selon la maison d'édition, etc. Des fois, on a un droit de regard, mais des fois, non. Et c'est vrai que l'auto-édition, là-dessus, était très attirante, parce que je pouvais choisir avec qui je travaillais de A à Z. Je pouvais m'entourer de personnes de confiance, sur lesquelles j'avais des retours positifs. En fait, ça permet de ne pas se lancer dans l'inconnu en totalité, si on s'est bien évidemment renseigné en amont. Oui, toujours. Sur tout ça. C'est hyper vital. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire qu'en plus, moi, j'ai une saga c'est difficile en fait de mettre en avant une saga pour une maison d'édition. Parce que c'est des gros risques financiers. Souvent, ils n'aiment pas s'engager sur plus de 1, 2, 3 tomes. Mais 3 tomes, c'est déjà beaucoup, oui. Ouais, beaucoup. Donc, du coup, c'est vrai qu'une saga de 7 tomes, ça fait peur. Et ce que je comprends aussi, ça peut faire peur aussi à des lecteurs, etc. Mais à côté de ça, j'ai aussi une saga qui est de l'urban fantasy. Et pareil, l'urban fantasy n'est pas à la mode et ne l'a jamais vraiment été en France pour des textes français, en tout cas. Ça n'a jamais été une mode, alors que on a une mode qui est très présente dans les pays anglophones, par exemple. Ça peut totalement. Mais c'est vrai qu'en France, non. Donc l'effet que ça a eu, c'est que je savais que, ayant une saga qui soit en plus assez longue, parce que c'est un beau petit pavé quand même que j'ai écrit, et qui soit une urban fantasy, en fait, je ne cochais aucune des cases pour rentrer dans les critères. Ouais, je rentrais pas du tout dans les critères. Donc c'est sûr que, voilà, en discutant, etc., et comme l'auto-édition m'attirait, en fait, je me suis dit que c'était la meilleure façon de faire. En plus, j'avais vu des campagnes Ulule super bien réussir à l'époque, et ça m'a motivée. Je me suis dit, pourquoi pas moi? C'est un bon challenge et c'est une bonne idée. Et du coup, la campagne Ulule, ça t'a semblé être un des outils les plus aidants pour pouvoir commencer ta campagne et pour pouvoir promouvoir ton livre? Ouais, complètement. Parce que c'est vrai que la campagne Ulule, ça permet déjà d'intéresser les gens sur une période courte, mais pas trop. C'est-à-dire que, tu vois, quand je vois les campagnes de précommande que les gens font, par exemple, sur Amazon, je trouve que comme les gens ne peuvent pas suivre le résultat final, du coup, des fois, c'est un peu moins engageant, parce que les gens, en fait, se lancent dans la précommande sans savoir s'il y a beaucoup de monde qui les a suivis, etc. Et c'est vrai que Ulule, c'est une transparence totale. Oui, ce que tu montres en fait à tes futurs lecteurs, ce que tu vas raconter comme histoire, qui sont tes personnages, tu présentes ton roman de façon à ce que ça puisse nous intéresser. Et du coup, si tu devais nous présenter ton roman en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais ? Alors du coup, mon roman, donc c'est une saga d'urban fantasy, ça je l'ai déjà dit. En fait, on va suivre 7 personnages principaux en majorité qui vont en fait découvrir qu'ils possèdent chacun un don
qui leur est unique, mais qui vont aussi découvrir que posséder un don, ce n'est pas juste du fun, c'est aussi beaucoup de risques et beaucoup de dangers qui vont avec. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'ils sont traqués par des gens qui, pour plein de raisons différentes, veulent se débarrasser d'eux. Et donc, ils vont apprendre en fait déjà à maîtriser leurs dons, à s'accepter dans leurs nouvelles conditions, à découvrir un monde qui leur était inconnu jusqu'alors, mais aussi du coup surtout à survivre. Ah oui, ça fait... je comprends que si tu es pourchassé, effectivement, vaut mieux que tu fasses bien attention à ce que tu fais et que tu t'entoures, du coup, comme les jeunes auteurs, des bonnes personnes pour te soutenir et pouvoir t'aider en cas de difficulté. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que chaque personnage va aussi créer des liens entre eux et que même si, par exemple, tu vois, la romance n'est pas un trait majoritaire dans mon roman, il y a de la place pour de la romance, mais il y a aussi de la place pour des amitiés, que ce soit des amitiés entre femmes, entre hommes et femmes, entre hommes et hommes, enfin voilà, vraiment dans toute leur diversité. Et c'est ça que j'aime aussi beaucoup. Donc voilà, pas mal d'émotions aussi, surtout sur les tomes qui suivent après le tome 1. Beaucoup d'action. Là, dès le tome 1, il n'y a pas de problème là-dessus. Et surtout aussi de la magie, parce que c'est quand même l'ingrédient, moi, que je préfère dans mes écrits. D'accord. Et du coup, comment ça t'est venu, ce livre, ce roman, ces personnages? Comment ça t'est venu? Quelle inspiration t'a donné l'idée en disant « Ah oui, ça m'intéresse, je vais partir sur ça ». Alors en fait, il faut savoir que j'ai commencé à l'écrire, enfin j'ai eu l'idée en tout cas à 16 ans. Donc maintenant j'en ai 29, donc il y a eu un peu de chemin qui a été fait. Ça ne me rajeunit pas. Mais du coup, à 16 ans, en fait, j'étais de base assez perdue dans ce que je voulais écrire parce que j'adore écrire depuis que je connais les expressions écrites au collège. Enfin, c'est un truc très bateau chez les auteurs, on va pas se mentir, je suis clairement pas la seule, il y a rien d'original là-dedans. Mais c'est vrai que j'ai toujours essayé de trouver une histoire dans laquelle je pourrais écrire plus que 2 ou 3 chapitres, chose qui n'était pas du tout le cas à l'époque, parce que je me suis beaucoup cherchée dans ce que je voulais écrire, et en fait à chaque fois j'écrivais des trucs, et en fait ça s'arrêtait au bout d'un, 2, 3 chapitres maximum, sans vraiment m'inspirer plus que ça, sans me motiver. Et c'est vrai que en plus j'ai jamais réussi à trouver mon livre préféré. J'étais incapable de répondre, tu vois, à cette question-là. Ouais. Et du coup, je voulais, en fait, avoir un livre, enfin, écrire le livre que tu voulais lire. J'aurais été fan. Et du coup, je voulais mettre tous les ingrédients que j'adorais, de l'action, de l'émotion, de la magie, plein de personnages, parce que moi, j'adore la diversité de personnalités, et en plus, j'adore la psychologie. Donc, voilà, il fallait que je ne m'ennuie pas en les écrivant, clairement. Et du coup, j'étais toujours obnubilée par ça, et toutes les idées que je mettais sur papier ou sur l'ordinateur, il manquait toujours quelque chose. Il manquait des fois une idée originale, tu vois, sur les dons que pourraient posséder mes personnages. Il manquait un cadre, il manquait tout ça. Et en fait, il s'avérait que quand j'avais 16 ans et demi, on m'a raconté une anecdote familiale sur les personnes qui enlèvent le feu. Alors, je ne sais pas si on a entendu parler, mais ils le font des fois à distance ou pas. On y croit pas, peu importe, c'est pas la question. Mais qui, par exemple, seraient capables de guérir des brûlures. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas du tout répandu, ça c'est sûr. On n'est pas obligé d'y croire. Et du coup, cette anecdote familiale, en fait, ça m'a inspirée direct sur le côté, on enlève quelque chose, mais derrière, on ne le recrée pas, on l'absorbe complètement. Et c'est vrai que ça, c'était un principe qu'on ne voyait pas trop dans les séries télé, dans les livres, etc. Effectivement. Et c'est vrai que du coup, ça m'a inspiré en fait mon système de magie. Donc je spoil un petit peu, mais de toute façon, on découvre très vite en lisant les premiers chapitres. Je confirme, c'est dès les premiers chapitres. J'en ai lu une petite dizaine pour vraiment me mettre dans l'ambiance, et effectivement, tu nous dévoiles le système. Mais c'est pas mal, j'avais trouvé ça effectivement très original, parce qu'effectivement, je ne l'ai vu nulle part. Donc du coup, c'était une bonne idée. Ouais, vraiment ce côté, on enlève d'un côté et on le crée de l'autre. Et du coup, rien que par rapport à ça, ça m'a beaucoup inspirée, et j'aimais beaucoup ce côté un peu complémentaire
aussi des dons. Mhm. On peut en avoir qu'un seul. On est unique aussi à le gérer, donc ça donne plein de situations très variées, très différentes aussi. Et on peut vraiment creuser dans les limites aussi du système. Et ça, j'adore le faire, et c'est ça que j'aime creuser aussi tout au long de ma saga. Et du coup, cette idée qui part d'une anecdote familiale, en fait, a donné naissance à mon premier personnage, qui était Noémie, du coup, qui, elle, supprime le feu. Donc, du coup, la référence... Tu m'as spoilé. Je suis pas rendue là. Mais ok, je comprends, parce que les autres personnages, effectivement, peuvent soit supprimer, soit donner. Donc, du coup, elle aussi a une capacité... Ok. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, tout est parti de ce principe magique. Et puis après, en fait, j'avais juste à mettre les ingrédients que j'adorais. À l'époque, j'étais pas mal sur des forums RPG d'écriture. Et c'est vrai que, bon, souvent, j'aimais bien créer plein de personnages, du coup, très variés. Mais souvent, je voyais quand même que je recréais de forum en forum un peu les mêmes typologies de personnages. Et c'est vrai que, du coup, je me suis inspirée de ces personnages, de ces typologies de caractères, en tout cas, que j'aimais beaucoup et avec lesquels j'étais à l'aise pour les écrire, pour créer certains de mes personnages principaux. Et après, tous les autres, en fait, ont été créés au fur et à mesure, en fait, des idées, etc., quoi. D'accord, j'imagine bien. Et du coup, tu nous parlais tout à l'heure que tu avais commencé jeune à écrire. Est-ce que tu te souviens de tes débuts ? Tu nous disais que tu écrivais 2-3 chapitres et puis ça n'aboutissait pas. Mais de ton premier récit, la première chose que tu as racontée et qui était plus ou moins aboutie, est-ce que tu te souviens ? Franchement, j'ai des exemples qui me viennent en tête, mais je sais pas du tout si c'était vraiment abouti. Ah. Mais en tout cas, il y avait toujours de la magie, ça c'est sûr. Je pense que j'ai jamais eu d'idée de contemporain ou de pure romance, etc. Je pense à 2 choses. Je pense peut-être à vu que c'était la période Twilight. Oui. Du coup, j'avais une idée d'une vampire, enfin d'une ado qui découvre qu'elle est en fait un vampire, qui vient d'une lignée ou je sais pas trop quoi. Enfin, un truc comme ça. Ou sinon, un autre truc où, pareil, il y a beaucoup de personnages et en fait, pour accéder à un second monde, il fallait mourir. Donc, le truc un peu glauque aussi, tu vois. Effectivement. Mais en mode, du coup, un couple d'ados qui meurent parce qu'ils se font renverser par une voiture et qui se réveillent dans ce second monde et qui découvrent qu'ils ont des pouvoirs dans ce second monde et qu'en fait, la fille découvre que son ex est déjà là-bas. Effectivement, t'avais plein d'idées. Ah ouais, franchement, ça partait dans tous les sens, mais du coup, beaucoup trop. C'est l'avantage, effectivement, ou le désavantage. Quand on est auteur, effectivement, on a plein d'idées et on pose des tonnes et des tonnes d'idées sur les carnets et c'est seulement après, quand on se penche vraiment plus sur l'idée de base, qu'on voit si cette histoire peut aller plus loin ou si ce sera pour une autre fois, une autre histoire, un élément qui sera peut-être ajouté sur un truc, mais qui sera moins important que ce qu'on pensait imaginer au départ. Et donc, du coup, tu t'es lancé donc dans ton premier roman publié à partir de quelle année ? Là où Subdone, tu l'as vraiment réalisé que ça allait être une histoire, une vraie, qu'elle allait être potentiellement éditée un jour. Je pense que quand j'avais 16 ans, j'ai dû écrire 4 chapitres. Donc pas grand chose avant d'être prise par les études, la vie, enfin tout ça quoi. Après je me suis remise juste avant mon bac pour écrire 2-3 chapitres encore et en fait après je me suis mise beaucoup plus sérieusement à partir du moment où j'avais fini le bac. Parce qu'en fait après j'ai pris mon indépendance et du coup j'avais mon appart à moi et pour faire mes études etc. Et comme j'étais à la fac j'avais du temps, du coup je me suis mise à fond. Et en fait en 1 an du coup j'ai fini le premier jet de la première version du tome 1. D'accord. Et après j'ai enchaîné très vite avec le tome 2 qui après a été un peu entrecoupé aussi de corrections du tome 1. Au final ça a pris quand même pas mal de temps. Et pendant mes années de master, j'ai commencé à écrire le tome 3, mais tu vois, même pas un quart. Et puis en fait, après, j'ai fait une très longue pause où des fois, de temps en temps, je corrigeais un peu le tome 1. Des fois, je relisais le tome 2 aussi vite fait, avant de vraiment m'y remettre beaucoup plus sérieusement il y a 3-4 ans. Où là, j'ai fini d'abord le tome 3.
Et puis après, en fait, je me suis rendu compte que même si j'avais fait une pause, je m'étais vachement améliorée. Oui, on s'améliore Entre-temps. en écrivant et avec l'expérience de différentes choses, ouais. Complètement. Et en fait, après avoir fini ce tome 3, j'ai commencé à être beaucoup plus sur mon compte auteur et tout, sur Instagram, et à envisager l'auto-édition. Et du coup, c'est là où j'ai commencé en fait à mettre un peu les moyens, à trouver des bêta-lectrices, à recorriger du coup le tome 1, réécrire certains passages, le faire lire aussi à mes proches. Qui eux aussi venaient avec leurs petits avis et qui m'ont aussi aidé aussi sur certains aspects. Et du coup après ça s'est fait un peu progressivement jusqu'à ce que je prenne mon courage à deux mains et que je me lance officiellement dans l'aventure, quoi. D'accord. C'est pour ça que les tomes sortent assez rapidement en fait les uns derrière les autres, c'est parce que tu les as déjà pensés, écrits, et que là t'es arrivé à la phase où ils sont presque prêts à être publiés du coup. Ouais, c'est ça. L'avantage, c'est que quand quand le 1 est sorti, le 2 était déjà écrit et le 3 l'est aussi. D'accord. Après, le 2, je l'avais déjà corrigé, mais très rapidement, et en vrai, il y avait du boulot. Mais le 3 n'a jamais été corrigé, donc je sais aussi qu'il y a du boulot, surtout que là, je suis en plein dans la fin de mes corrections du tome 2. Et j'ai fait un gros travail. J'imagine. Je m'attendais même pas à ce point-là. Mais en fait, ça avait plus des allures de réécriture que de corrections simples. Donc, du coup, ça m'a pris pas mal de temps. Mais de toute façon, j'avais vraiment cet objectif de ne pas attendre trop longtemps avant de lancer du coup le tome 2, parce que je sais que ça peut s'essouffler. Il faut quand même un bon rythme, au moins sur le début, pour capter ses lecteurs. Tout à fait. Parce que je sais aussi que c'est un argument aussi pour les lecteurs de se dire que la suite arrive. La suite arrive, donc je peux le commencer là. La suite va pas non plus attendre. On va pas non plus attendre 5 ans avant de lire la suite, quoi. Donc l'objectif, c'était vraiment de me baser sur au moins ces 3 premiers tomes là qui sont prêts, qui ont été écrits en premier jet, pour les enchaîner à 1 an et demi d'intervalle, chacun en termes de lancement de campagne Ulule et du coup après de sortie, vu que c'est le même temps qui passe après. Mais par contre, la suite n'est pas du tout écrite. Elle est pensée, j'ai planifié mon tome 4, après il y a des petites modifs qu'il faut que je fasse, etc. Mais il n'est pas du tout écrit, et en fait je me suis lancée à une période de ma vie, juste avant en plus la campagne du tome 1, qui était en novembre 2023 du coup. J'avais besoin en fait de me recentrer sur moi-même et mes émotions, et du coup je me suis lancée, au lieu d'écrire le tome 4, plutôt sur un préquel, parce que j'avais besoin de me challenger sur qu'est-ce que l'amour. Et ce préquel, en fait, a une forte dose de romance, quand même, par rapport à mes autres livres, quand même. C'est très axé sur 2 personnages principaux, sur leur passé avant, du coup, le tome 1. Et du coup, leur rencontre, comment ça s'est fait entre eux, etc. Donc, si toi, t'as déjà lu les 10 premiers chapitres, du coup, c'est très orienté sur Ariane et Will. D'accord. Du coup. Et en fait, j'avais besoin de me recentrer avec ça, de ne pas commencer le tome 4 où ils sont tous un peu matures, ils ont bien grandi, etc. J'avais vraiment besoin de reposer un peu les bases aussi pour avancer pour la suite. Et donc, j'ai commencé à l'écrire. J'ai dû écrire la moitié. Et là, j'avoue que j'ai plutôt l'envie, une fois mes corrections de tome 2, de partir sur le tome 4. Je sais que le préquel, c'est un bonus. Donc, je ne sais même pas si un jour je le publierai ou pas, ou peut-être juste via une campagne Ulule pour les plus fans. Mais parce que je sais aussi que c'est un préquel qui est construit très chronologiquement, et du coup, qui a pas du tout un rythme d'un livre habituel. Pas du tout. Et donc je sais que je pourrais pas le présenter au lecteur comme étant un tome unitaire ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment un peu du fan service au final, ou des fois des petites révélations qu'on veut avoir, mais il faut s'attendre à ce que le rythme soit pas très travaillé non plus, quoi. Détonnant que le reste. Après, ça peut permettre aussi de plus développer encore tes personnages, les 2 personnages dont tu parles, et de pouvoir rajouter peut-être des choses sur leur façon d'être ou leur façon de faire dans les prochains tomes. Du coup, ça peut aussi aider à ça. Après, je pense qu'effectivement, les plus fans, surtout s'ils ont eu un coup de cœur pour ce petit couple,
auront peut-être envie de découvrir, parce que c'est vrai que tu nous mets quelques petits indices par-ci par-là où ils se sont rencontrés au lycée, et je crois que c'est au lycée, Ariane avait 16 ou 17 ans, et donc du coup effectivement tu nous mets des petits soupçons de ci de là de leur histoire à eux et de ce qui fait de leur couple un couple unique. Donc effectivement, ça pourrait, surtout ceux qui ont peut-être un penchant pour la romance aussi, qui auront peut-être envie de développer, tu sais, un peu comme les fanfictions qui veulent développer des personnages qui n'ont pas été trop travaillés par l'auteur parce que c'était pas sur eux que l'intrigue se portait essentiellement, ou parce qu'ils avaient envie de voir autre chose dans le vécu de ces personnages-là. Donc effectivement, ça pourrait plaire. Hein. Moi perso, je suis d'accord. Bon, ça me rassure du coup. Donc peut-être que j'en ferai quelque chose. Mais en tout cas, je me mets pas la pression, tu vois, pour le sortir. Faut que ça reste une écriture doudou en attendant que tu aies bien construit tout le reste de ton histoire et que tu aies aussi ces moments peut-être pour t'échapper un petit peu, faire baisser la pression. Ouais, c'est aussi des respirations et je pense qu'à l'époque j'en avais besoin, et quand je l'ai écrit après, c'était assez fractionné, tu vois, entre les périodes, entre avant la campagne Ulule, après, avant les corrections du tome 2, un peu après mes premières corrections de tome 2, enfin, c'était un peu des petites respirations qui, oui, comme tu dis, un livre doudou, ça correspond totalement en fait à ce pourquoi j'ai commencé à l'écrire en fait. Alors que tu vois, les tomes suivants sont beaucoup moins doudous parce que là il y a du drame. Ah, mince. Du drame ou la vie en fait, et des fois les difficultés, etc. Alors je dis pas que dans le préquel il n'y a pas de difficultés, mais c'est pas pareil, et puis on sait où ça va. On a lu le tome 1, donc on sait comment ça se passe, etc. On n'est pas en train de stresser pour savoir si Will ou Ariane vont mourir d'un coup. Ah non. Il n'y aurait pas de tome 1. Pas tout de suite, hein. Laisse-nous savourer un petit peu. Et du coup, tu me disais que ta campagne Ulule, tu l'as commencée en novembre 2023, donc là, ça fait quasiment 1 an. Quel est ton retour d'expérience sur cette première année d'édition indépendante avec le petit coup de pouce que le Ulule t'a apporté? Qu'est-ce que tu nous ferais comme petit retour d'expérience? Moi, je pense que j'ai un retour d'expérience très en mode montagne russe. C'est vrai qu'on pourrait se dire, une fois qu'il est sorti, la pression se relâche. Mais en fait, la pression, elle se relâche pas longtemps. D'accord. Pas du tout. Parce qu'en fait, après, derrière, moi, j'avais vraiment à cœur d'avoir de la visibilité, de rendre visible mon livre. Et en fait, ça, c'est un travail de tous les jours. Oui. Et je me rendais pas compte à l'époque, enfin je savais que ça allait être du travail, mais je me rendais pas compte à quel point, parce que pour le petit rappel quand même, en tant qu'auto-édité, on n'est pas prioritaire. C'est-à-dire que chez les lecteurs, forcément ils vont favoriser les livres à la mode. Donc du coup, même s'ils ont pris pendant la campagne Ulule, je sais que je suis pas une priorité pour eux. Même si la thématique leur plaît, les attire, etc. Je le vois avec les lecteurs qui enchaînent des livres et des livres, des kilomètres de livres tous les mois, tous les ans, etc. En fait, c'est difficile d'être lu. C'est difficile de sortir aussi de la case wishlist aussi des lecteurs. Parce que même s'il y en a qui repèrent, etc. Enfin, je sais que mon compte Instagram a quand même beaucoup monté. Ça a pas mal attiré lorsque j'ai fait des concours, ou quand une chroniqueuse aussi avait fait un concours pour faire gagner mon livre. Ça avait beaucoup attiré, énormément même. Donc je sais qu'il y a un public, mais en tant qu'auto-édité, on se bat pour que ce public saute le pas et qu'il aille faire l'achat. Bah oui. Ouais, et qu'ils aillent faire l'achat et après qu'ils le lisent et qu'après ils fassent des retours pour encourager les autres. Et en fait, ça, c'est vraiment un travail de tous les jours pour encourager les gens, pour leur donner envie, parce qu'il faut pas non plus faire des rappels. Enfin, ça sert à rien de faire un rappel. T'as toujours pas lu mon livre? Non, ça c'est mauvaise idée totalement. Faut pas mettre la pression aux gens, mais faut passer par des petits moyens pour leur donner envie, pour les intriguer encore plus, pour leur montrer qu'il y a des gens quand même qui le lisent. Et du coup, c'est pour ça que je suis passée aussi par des chroniqueuses en service presse. Je suis tombée vraiment sur franchement toutes celles qui m'ont fait un retour et tout. Elles sont tellement adorables, et ça a été vraiment aussi un bon boost au moment où en fait elles venaient m'en parler, elles faisaient leurs reviews, etc.
etc. Et au moment aussi où elles ont accepté aussi de réitérer pour le tome 2, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Oui, j'imagine très bien. Ça va motiver encore plus les gens à aussi le lire, à se procurer le tome 2 après, etc. Et ça rend légitime. Et en fait, je trouve qu'en auto-édition, on se bat tous les jours pour être légitime, alors qu'en maison d'édition, en fait, le petit ticket légitimité, il est déjà sur le front. C'est vrai que c'est pas la même... C'est pas pareil. L'engouement est différent parce que du coup, en tant qu'auto-édité, en fait, on fait tout, on a toutes les casquettes et du coup, on aimerait que l'engouement arrive à la hauteur du travail qu'on a fourni. Sauf que c'est un travail un peu d'ombre. Enfin, les gens se rendent pas forcément compte, etc. Et eux, ils voient le résultat final. Et du coup, c'est vrai que quand on est en maison d'édition, on sait que les éditeurs, etc., font le travail en fait pour l'auteur. De communication, oui. C'est pas pareil en termes de charge là-dessus. Et puis, on profite pas de cette communication grand public avec une grande visibilité. Donc, il faut se la créer. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie. Il y a des moments où on reçoit une chronique positive, ça nous rebooste. Le lendemain, on voit un avis sur un site d'avis qui est mitigé. Hop, ça plombe. J'imagine. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment de la montagne russe. Et en fait, en me rendant compte aussi que malgré tous mes efforts, ça ne prend pas aussi vite que j'aimerais. Parce que je sais aussi que je suis une grande impatiente et je sais aussi qu'il vaut mieux faire son public sur la durée que d'un coup et après qu'ils repartent tout aussi vite. Ça, j'ai pas envie. Mais c'est vrai que c'est difficile à se le dire. Et c'est pour ça aussi que, en fait, je fais appel là depuis peu à une attachée de presse. Du coup, celle qui t'a contacté. Oui, tout à fait. Je confirme. Aline. Hello. Et c'est vrai que pour moi, c'était l'occasion vraiment d'être aidée là-dessus. De gagner aussi du temps parce que de profiter aussi des contacts qu'une attachée de presse peut nous fournir et puis c'est du temps vraiment passé en fait à contacter les gens, à créer le dossier de presse, à faire des relances. Enfin, c'est un travail phénoménal et c'est vrai que quand on n'est pas aidé, c'est du temps encore à consacrer et quand tout seul c'est plus dur. Oui. Et quand on travaille 35 heures par semaine, c'est pas évident de trouver ce temps-là et au final on se rend compte qu'on ne se repose jamais en fait. Parce que on travaille, on écrit, on communique, on travaille, on écrit, on communique et voilà. C'est ça. Et c'est tout le temps ça et au final franchement je prends rarement le temps finalement de me reposer. Il y a eu des moments où franchement cet automne ça a été compliqué à faire. Parce que je suis aussi dans le rush de la préparation de la campagne du tome 2. Oui. J'ai des délais à tenir et du coup c'est des délais qui demandent aussi beaucoup de boulot. Réécrire, tu vois par exemple, réécrire ou corriger un chapitre de mon tome 2, c'est 3 à 5 heures consacrées par chapitre. Je te laisse faire le calcul si tu le multiplies par 40. Oui, effectivement. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Donc c'est pour ça que déjà une attachée de presse, ça me permet de me soulager de certaines choses et aussi de mettre toutes les chances de mon côté pour qu'on entende parler de moi par différents canaux que Instagram et qu'on attire aussi des fois des publics différents. Parce que je me suis rendu compte aussi, tu vois, en faisant des premières dédicaces, notamment celle de cet été, c'était début juillet que j'en ai fait une en fait sur Nantes, dans un espace culturel, que en fait il y avait un énorme public hors Instagram qui n'attendait qu'à découvrir. Complètement, et qui peut être attiré par ce genre de livre. Et en fait, ça a été aussi un petit déclic de me dire que tout n'est pas relié à Instagram du tout en termes de communication. Oui, il faut passer par plusieurs médias pour effectivement avoir plus de visibilité. Après, je sais que j'ai toujours entendu dire que quand on est en maison d'édition, notre livre, il a une visibilité de 3 mois et après on passe au livre d'après. Et c'est vrai que même si à chaque fois qu'on réécrit un livre, ça relance la machine du précédent derrière, c'est vrai qu'il faut toujours montrer qu'il existe toujours, qu'il peut intéresser d'autres gens que ceux qui l'ont déjà lu ou acheté. Et c'est vrai que c'est pas un travail de tout repos. Et du coup, tu nous disais, justement, entre ton travail, ton écriture, ta communication, etc., comment t'arrives à te lancer dans tes séances d'écriture? Quel rituel tu mets en place et
comment tu t'organises pour pouvoir réussir à tout chapeauter, du coup? Franchement, je sais pas. Ah, ok. Non, en toute vérité, j'ai assez peu écrit du premier jet depuis 1 an, depuis la dernière campagne Ulule. J'ai dû écrire des scènes un peu volantes par-ci par-là pendant des trajets, par exemple en train. Ou des fois je rentrais du boulot et j'avais un vendredi soir par exemple, tu vois, t'as une subite envie d'écrire et du coup je me posais sur mon bureau et puis j'écrivais pendant 2 heures une scène parce que voilà. Mais au final j'avais pas vraiment de rituel, j'ai pas vraiment de rituel depuis 1 an parce que j'écris peu de premiers jets depuis 1 an. D'accord. Franchement si j'ai atteint 10 000 mots en une année, chapeau quoi. Mais par contre je suis quand même dans des corrections et de la réécriture de premier jet, dans ce que je fais avec mon tome 2, en fait, il y a quand même un travail quand même d'écriture qui se fait. Et là, j'avoue que de base, moi, je suis une autrice très nocturne qui a besoin que le soleil soit couché pour être inspirée, de me mettre avec un plaid sur mon canapé, avec une tablette de chocolat et en fait me motiver, tu vois, comme ça c'est typiquement moi. Mais du coup, quand on est dans l'auto-édition, quand on a une vie prenante aussi sur le travail, les amis, la famille, la vie amoureuse, etc. Oui. En fait, on se rend compte que la nuit, on tient plus. Oui. Les journées ne sont pas assez longues et les nuits sont toujours trop courtes. Exactement. Et c'est là où en fait je me suis dit qu'il fallait que je change complètement ma façon de faire. Et c'est vrai que depuis 1 an, finalement j'ai assez peu écrit ou même corrigé ou réécrit, tu vois, pendant la nuit. Parce que du coup je donnais tellement en journée que la nuit en fait après je suis crevée et j'ai plus la disponibilité d'esprit. Alors après je sais que si par exemple je me mettais complètement à mon compte, peut-être que là je retrouverais, vu que j'ai un rythme après que je peux moduler moi-même, je pourrais le faire à mon avis parce que c'est vraiment là où je suis la plus inspirée. Quand même, faut pas que je me mente à moi-même là-dessus. Mais actuellement, c'est pas le cas. Donc, il faut que je m'aménage et que je m'adapte. Et en fait, je pense que l'auto-édition, c'est ça aussi, c'est une constante adaptation dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on prévoit. Il vaut mieux, c'est bien de tout prévoir, mais on sait qu'on n'aura jamais vraiment le tout. Il y aura toujours des trucs quelque chose qui va cafouiller quelque part, oui. Toujours. Et j'avoue qu'il faut s'accrocher. Et quand ça arrive de façon très rapprochée, quand on a des imprévus très rapprochés, ça prend beaucoup sur le moral. Et ça m'est arrivé dernièrement et ça a mené à un surmenage. Et heureusement, après, j'étais en congé parce que sinon, je pétais un câble en fait. Ah oui, mince. Ouais, ça fait beaucoup de pression, effectivement. En plus, quand tu es ton propre chef, ça doit être encore plus... on va dire pressurisant, dans le sens où tu te mets des objectifs et tu t'oblige à faire des choses pour que ça puisse avancer et aller. Parfois, on se donne peut-être pas assez de repos ou de recul pour pouvoir vraiment faire le point. Et du coup, là, pour ces prochaines sorties, pour le tome 2 et le tome 3, maintenant que tu as vu à peu près comment c'était, est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est toujours aussi difficile de tout préparer? Je pense que je gagne du temps pour certaines choses. Il y a des choses que j'ai appris pendant la campagne du tome 1 ou pendant la sortie des erreurs que je ne referai pas. Après, je suis persuadée que je ferai d'autres erreurs. Et je pense que des fois, en fait, si notre cerveau n'a pas la capacité à engranger les informations et à être concentré, parce que trop préoccupé par plein de choses, en fait, on crée des erreurs nous-mêmes. Et ça m'est arrivé, tu vois, quand j'ai réédité mon tome 1. Oui. Du coup, je l'ai recorrigé encore une dernière fois. Ah oui. Et en fait, après, il fallait s'occuper de l'impression, mais il fallait, comme je changeais de format, adapter la couverture. Oui. Et c'est vrai qu'on a... Le maquettisme. J'ai demandé à mon illustratrice de mettre au bon format, mais j'ai complètement oublié de lui demander de changer l'ISBN et le prix. Ah oui. Et sauf que ça, c'était pas trop légal d'avoir un livre avec le mauvais ISBN. Bon, le prix, ça aurait été dommage, etc. Mais l'ISBN, voilà quoi. Donc, il y a un peu la panique. Et ça, c'est une erreur que je ne referai plus, clairement. Après, j'ai rattrapé le truc aussi, mais c'est parce qu'il y a un ISBN pour les numériques, il y a un ISBN pour les livres, et tu dois refaire un ISBN pour chaque réédition. C'est ça, en fait. Si le texte subit une modification,
ou même un format. Le format pas obligatoire à 100%, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas, si le texte subit une modification, il faut de toute façon remanier l'ISBN à ce niveau-là. Et du coup, en avoir un nouveau. D'accord. Donc ça, c'est vraiment, après, c'est important pour le dépôt légal, pour le référencement, etc. C'est essentiel, quoi. Ouais, donc je comprends que c'est une petite erreur, mais qui va mettre un boulon qui va se dévisser dans le rouage et qui va tout faire capoter, j'imagine. Ça. En fait, derrière, c'est des frais supplémentaires parce que en fait, les couvertures étaient déjà imprimées, donc il a fallu recommander auprès de l'imprimeur, tu vois, de nouvelles couvertures, etc. Donc, j'ai eu de la chance d'avoir une illustratrice au taquet là-dessus. Elle a été géniale, et un imprimeur tout aussi au taquet. Pareil, donc franchement, dans mon malheur, il y a eu quand même de la chance, quand même. Mais c'est vrai que c'est des choses qui me sont arrivées alors que je savais dans ma tête qu'il fallait un ISBN pour ma réédition. Enfin, c'est des choses comme ça que même au fur et à mesure du temps, on apprend. On apprend aussi à s'en souvenir. Oui. Après, on note dans une petite to-do list, ne pas oublier ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, si on n'est pas organisé, on oublie facilement. En fait, d'une année sur l'autre, on oublie. Donc, il y a des choses que je m'étais notées, il y en a d'autres que je m'étais pas notées, ou qu'on pense pas utile en fait de noter au moment où on le fait. Enfin voilà. Mais après, par contre, oui, je gagne quand même du temps sur la préparation de la campagne Ulule, parce qu'en plus, j'ai pu quand même tester aussi qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas, même sur des posts. Tu vois, Instagram, sur, je sais pas, sur plein de choses en fait, même sur comment calculer ses paliers, comment calculer les contreparties, à quel moment les mettre, etc. Ça, évidemment, on gagne du temps. Après, c'est vrai que comme je veux faire aussi des choses nouvelles, parce que c'est aussi intéressant pour les gens qui ont déjà vu la campagne du tome 1, de se dire, oh, il y a de la nouveauté aussi, il y a des trucs un peu nouveaux qui n'existaient pas la première fois. Du coup, ça, c'est important. Donc, je sais que potentiellement, peut y avoir encore des erreurs qui sont faites, des choses moins bien. Alors des fois on parle d'erreurs, mais des fois c'est pas vraiment des erreurs, des fois c'est des aléas ou des choses qui sont au-delà de notre volonté. Mais il y a forcément des choses, donc il faut en être conscient. Mais après il y a une différence entre en être conscient et après bien le vivre quand ça nous arrive. Oui, j'imagine qu'après quand on se rend compte de l'erreur qu'on a fait, effectivement après il faut trouver la bonne réponse pour pouvoir tout restructurer et tout relancer comme il faut. Mais c'est vrai que avec l'expérience, c'est comme l'écriture, plus on écrit, plus on s'améliore. Donc plus on fait d'erreurs, mieux on retient et moins la tâche sera difficile pour la fois d'après, du coup. Et pour toutes ces sorties de livres, est-ce que tu as envisagé des salons, des dédicaces Est-ce que tu as un petit programme qui pourrait éventuellement nous intéresser ? Ouais, complètement. Alors du coup, c'est vrai que comme Noël arrive, c'était quand même important de prévoir quelques dédicaces. Mais j'avoue que je lui ai été prise un peu en retard. Parce que fin octobre, c'est déjà trop tard ou mi-octobre, c'est déjà trop tard en fait pour caler des dédicaces en décembre. Donc j'ai quand même eu de la chance parce que j'ai pris mon téléphone et en fait j'ai appelé plein d'espaces culturels, de Cultura, etc. qui étaient dans ma région. Je m'étais mis à peu près, tu vois, un objectif d'atteindre des endroits à 1h30 de chez moi. Pour pas non plus que ça me fatigue trop non plus. Et pour le faire vraiment de façon progressive et pas y perdre d'argent non plus. Et du coup, j'ai quand même réussi à avoir une dédicace à Rennes le 7 décembre au Cultura Chantepie. D'accord. Toujours dans la région rennaise, le vendredi 13 décembre, à la librairie Alphabule à Mélès, qui est proche de Rennes. Et le samedi 14, donc le lendemain de Rennes, une dédicace au Centre culturel de Paris 10 à Nantes. D'accord. Donc comme ça m'en a fait 3 avant Noël. Et après, j'en ai d'autres qui sont prévus aussi en janvier, en février et tout début mars. J'en ai une par mois. C'est bien ça comme rythme. Ouais. Une le 18 janvier à Angers,
normalement le 22 février à Cholet, mais j'attends confirmation officielle, et une le 1er mars, du coup, près de Laval, dans un Cultura. D'accord. Ah oui. Ça fait pas mal. Effectivement. Donc, je suis contente. Et je pense que, de toute façon, en auto-édition, ce qui marche bien, c'est les dédicaces. Parce que sur Instagram, etc., oui, il y a du public, etc. Mais là où on fait le plus de ventes d'un coup, c'est quand même des dédicaces. Bah oui, parce qu'on rencontre l'autrice ou l'auteur et on discute avec, on en apprend un peu plus sur l'histoire et la relation avec l'autre est beaucoup plus impactante que juste voir un livre ou voir sa publicité, même si ça fait son effet, parce que moi je sais que j'avais vu ton livre en fait sur la chaîne YouTube de Booktube, de Muffins and Books, Marie Réplin, l'autrice de La Carte des Confins. Je l'avais vu en parler avec beaucoup de positivité et de bienveillance, et ça donnait vraiment envie. Donc c'est vrai que le contact, justement, c'est ça, c'est la relation qu'on a avec l'autre qui va potentiellement faire pencher la balance sur « Ah ben oui, ça m'intéresse ». Si en plus, cette personne a su bien vendre le livre, que ce soit toi ou la chroniqueuse, ça peut effectivement jouer son rôle de visibilité. Ouais, bah complètement. Et puis en fait, c'est vraiment ce côté privilégié. Vraiment d'être en face à face, etc. Bah pareil, ça donne un truc en plus. Il y a moins la barrière des réseaux. Alors des fois les réseaux sont top parce que ça rapproche et on sent plus la distance, mais ça insère quand même une barrière, et quand on est face à face avec les personnes, avec les lecteurs, avec l'auteur, bah ça rajoute un petit truc, et des fois on touche des gens qui auraient pas pensé en fait être intéressés par ce qu'on écrit. Ou qui osent pas venir devant la table de dédicace ou des choses du genre. Aussi, oui. C'est vrai que c'est bien d'alpaguer les gens, parce que les gens sont timides. Tout à fait. Ils ont peur de déranger en fait, alors que c'est ça. Alors les salons sont faits pour. Bah oui, les salons sont faits pour ça. Bah ouais, donc du coup c'est vraiment quelque chose qui marche bien, et en vrai oser alpaguer, ça fait toute la différence. Et j'avais pas osé le faire quand j'avais dédicacé pour la première fois aux Imaginales, parce qu'en plus j'ai été invitée sur le stand d'une petite maison d'édition, etc., dans laquelle une de mes copines est éditée. Mais en fait je n'osais pas me mettre en avant parce que j'étais invitée par la maison d'édition, mais j'étais pas dans la maison d'édition, donc j'osais pas. Et en fait j'ai vu qu'en 3 jours 18 ventes, c'est pas autant mal. que ce que j'imaginais dans un salon sur l'imaginaire, donc avec le public, et qui brassait des tonnes de personnes, alors que tu vois, dans ma journée de dédicace que j'ai faite début juillet sur Nantes, j'en ai vendu 28 en une journée. Effectivement, ça fait un peu ça plus. fait la différence. Et la première heure, je n'alpaguais personne, j'ai fait aucune vente. À partir du moment où j'ai commencé à alpaguer dès 11 heures, bah là, par contre, ça s'est enchaîné, quoi. Et j'ai même dû demander à mon copain de retourner chez nous pour aller chercher du stock. Effectivement, c'est que ça avait bien fonctionné. Ouais, complètement. Et du coup, ça m'a beaucoup encouragée et réitéré. Et c'est pour ça que là, je me dis que il faut le faire. Et maintenant que je vais recevoir un nouveau stock de livres, parce qu'au bout d'un moment, en fait, moi, je suis arrivée aussi un peu à court de mon stock chez moi. Maintenant, je vais recevoir 400 livres la semaine prochaine. Wow. C'est que, hop, au moins, je peux enchaîner des dédicaces. Et si je peux battre mon record, je serai contente. Bah oui, j'imagine. Et je te le souhaite de tout cœur. Gentil. Maintenant, si on parlait conseil, est-ce que tu as un conseil de lecture ou d'écriture, ou les deux, à partager avec les auditeurs? Je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de garder à l'esprit pourquoi on écrit, pourquoi on a commencé à écrire. Parce que on voit plein de conseils d'écriture de partout, le show don't tell, enfin voilà, ça c'est quelque chose qui s'apprend. Donc si vous perfectionnez à force d'écrire, etc., vous apprendrez tout ça. Là-dessus, il y a pas de souci. Mais par contre, le truc à bien garder en tête et qu'on a tendance vraiment à oublier, surtout quand on est dans une dynamique de publication, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition, en fait, on oublie un peu le plaisir d'écrire de base, ce qui nous a poussé à le faire. Et en fait, ce qu'on aime, c'est créer des histoires, c'est leur donner vie. Tout à fait.
c'est faire évoluer des personnages, c'est y mettre de nous dans nos écrits, c'est s'exprimer. Et en fait, c'est toutes ces choses-là qu'il faut toujours garder en tête quand on se décourage, quand on a une baisse de motivation. C'est se rappeler ce pourquoi on fait ça à l'origine, à la toute base. D'accord. Un petit conseil de lecture ou pas du tout? Qu'est-ce que tu... Alors, j'avoue que je ne lis plus beaucoup. Ah oui, j'imagine que t'as pas dû avoir beaucoup le temps, effectivement. Ouais, j'ai pas beaucoup de temps, mais par contre, je peux conseiller, dans un genre qui n'a rien à voir du tout, mais je peux conseiller les bouquins des copines, quand même. Je leur fais un peu de pub comme ça, mais notamment La vie en turquoise de Élie Giraudot. Si les auditeurs la connaissent, etc., ou s'ils attendent avant de sauter le pas, franchement, foncez. Il n'y a pas de question à avoir. C'est un bouquin qui, quand vous le lisez, vous vous sentirez grandi, en fait, par cette lecture. Vous apprendrez beaucoup de choses sur vous-même, sur le monde, sur les autres, etc. Et je pense que c'est une lecture un peu essentielle à lire une fois dans sa vie, au moins. Sinon, il y a aussi le livre de Manon Lécuyer, Avant toi, qui est une romance de Noël. Donc, on est un peu dans le thème. Pile poil, ouais. Par contre, vous aurez des difficultés à le trouver parce qu'il est justement en recherche d'une nouvelle maison d'édition, parce que la maison d'édition dans laquelle il était édité a fermé. Ah mince. Mais bon, voilà. Je vous le conseille si vous êtes en contact avec Manon et qu'elle a encore du stock. Et ça, je ne sais pas. Ça se trouve, je m'avance vraiment pour rien. Et pourtant, je suis pas romance de Noël du tout. Et en fait, le style de Manon est tordant. Enfin, elle est trop drôle. C'est vraiment un humour doudou. Ça fait rire. Et moi qui suis pas très Noël, qui aime pas trop les traditions, là aussi elle aime bien les débunker, etc. Donc il y a un vrai petit plaisir en fait à lire ça. En plus ça change aussi beaucoup les idées. D'accord. Donc je peux conseiller en tout cas ces deux lectures pour des publics qui n'ont rien à voir avec le mien, et pour ceux qui aiment lire de tout, etc. Franchement, ça peut être intéressant. Les yeux fermés. D'autant que L2 vont sortir un livre sur une romance lesbienne qu'elles ont écrit à 4 mains. Et je pense que si vous ne les connaissez pas, vous n'allez pas tarder à les connaître. D'accord. Eh ben, on note ça sur nos tablettes. Maintenant, si on voulait te trouver, où est-ce qu'on te trouverait? Alors, tu nous as parlé de ta page Instagram, mais est-ce que tu as un site internet ou d'autres médias que tu peux utiliser et qu'on peut te découvrir par ce moyen-là? Ouais, totalement. J'ai un site internet sur lequel d'ailleurs on peut acheter mon livre aussi directement. C'est donc le meilleur moyen d'avoir une dédicace, par exemple, sur le commandant dessus. Donc j'ai mon site internet. J'ai aussi un compte TikTok aussi. D'accord. C'est le même pseudo que sur Instagram, donc là-dessus c'est facile de me retrouver. Et pour mon site internet, c'est aussi facile, aurore-vl-auteur, un peu comme mon compte Instagram, c'est pareil. Je prends la même base, comme ça on n'est pas perdu. Ça marche, comme ça au moins tout le monde peut s'y retrouver. Exactement. Est-ce que tu as une dernière chose à partager avec nous, ou tu nous as tout raconté? Ouais, je pense qu'on a fait un bon petit tour. À part, je pourrais peut-être finir pour dire que dans l'auto-édition, il n'y a pas que des gens pas sérieux. Il y a aussi beaucoup de gens qui veulent légitimer ce mode d'édition, qui s'investissent énormément. Je suis pas la seule à avoir ce sujet qui lui tient à cœur par mes auto-édités. Il y a de plus en plus de personnes qui se donnent à 2000% là-dedans pour faire rayonner justement l'auto-édition et prouver qu'un livre en maison d'édition et un livre en auto-édition peuvent se valoir en fait si la personne a suffisamment investi dans son livre pour en faire vraiment un livre de qualité à la hauteur de n'importe quelle maison d'édition. Il y en a énormément qui se battent contre la mauvaise réputation, donc voilà. Gardez en tête ça, il y a beaucoup de pépites en auto-édition parce que justement, des fois, on doit sortir des codes business, etc., des maisons d'édition et vous pouvez trouver votre bonheur facilement. Dans l'auto-édition, il y a de tout. Pour une lectrice d'auto-édition que je suis, je te confirme qu'effectivement, il y a de très très bons livres et c'est pas parce que c'est auto-édité que ça n'a pas autant de valeur qu'un livre qui aura été plus ou moins validé par une maison d'édition. Donc, je suis comme toi. Je soutiens les auteurs auto-édités. Eh bien, super, écoute. Ça, c'est très bien. C'est noté.
Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a intéressé et que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Aurore d'avoir été mon invitée. Ton livre a rejoint ma palle. Les premiers chapitres sont déjà très prometteurs. J'ai hâte de découvrir toute ton histoire. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous souhaitez retrouver Aurore Vasselin-Lescas, vous pouvez sur sa page Instagram ou son site internet et je vous mettrai tous les détails dans la barre d'outils. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.